Waouh! Arthur subjugué par Celui-là, c'est incroyable. jingle. Alors, oui, bonjour, du coup, pour ce focus sur les réseaux, je suis en duplex. Donc non, pour ce focus sur les réseaux, je vais vous parler du theory crafting. Donc c'est une pratique que vous avez très certainement déjà dû faire, que ce soit en jeu de plateau ou en jeu vidéo. C'est une pratique qui est importante pour tout joueur, généralement dans les jeux de rôle en ligne, donc jeux vidéo, je parle, qui cherche surtout à peaufiner vraiment à la virgule près ou au 0,1% les statistiques de son personnage ou voilà, statistiques que l'on peut avoir dans le jeu. Alors, c'est un terme qui serait apparu, bon, après, ça a été débattu parmi les gens, mais ce serait apparu avec StarCraft dans les années 90. Et plus tard, qui a été développé avec World of Warcraft. Mais bon, c'est une pratique, même s'il n'y avait pas le terme qui était utilisé, c'était un truc qui existait déjà bien avant. Mais c'est une pratique qui est super riche en fait intellectuellement. Ça désigne en fait le fait de générer, théoriser et tester des optimisations en jeu à partir de connaissances très approfondies du système de jeu et de ses mécaniques. Donc c'est vraiment, on va prendre les connaissances qu'on a, les informations qu'on a sur le net, tout ça, les discussions de blog, et essayer vraiment de peaufiner au maximum vraiment plein de petites choses dans le jeu. Et donc voilà, si vous êtes déjà arrivé, ne serait-ce que de réfléchir un peu à savoir comment grappiller quelques statistiques pardon, qui peuvent augmenter vos points de vie, vos coups critiques ou alors votre régénération de mana, par exemple, en jeu de rôle, en fait, voilà, vous avez fait du theory craft. Si vous avez déjà posé la question en jeu de plateau, mais au fait, c'est quoi la stat des cartes? Combien il y a de cartes simples? Voilà, ça, c'est du theory craft, c'est par excellence. Mais voilà, c'est un élément clé des jeux en ligne comme World of Warcraft ou League of Legends. Je suis tombé sur un site, notamment pour LoL, qui donne le taux de victoire des personnages par rapport au build, alors, donc la construction, donc l'achat des objets. Donc vraiment, je crois que Jinx, notamment pour les personnes qui ont regardé Arcane, qui connaissent un peu le personnage, c'est 50% de taux de victoire pour le personnage. Je trouve ça zinzin. Et ça, c'est récolté, donc c'est sur des données qui sont récoltées sur les 13 dernières heures hier. Mais voilà, donc c'est pas que les jeux en ligne, cela dit. C'est aussi sur des jeux, des fois, donc des jeux solo, mais d'une manière peut-être un peu plus légère, donc notamment de la série des Dragon Age ou Elden Ring. Et alors aussi de manière plus poussée dans Path of Exile 2. Donc c'est une manière d'appréhender le jeu qui se fait principalement dans le méta-jeu, donc comme je le disais tout à l'heure, donc à travers les blogs, les forums, en discutant avec les autres joueurs ou en regardant des fois des vidéos en ligne. Et c'est vraiment une pratique de joueurs pour les joueurs. Donc c'est pas les développeurs généralement qui font ça, c'est vraiment les joueurs entre eux qui font ce petit truc entre eux. Donc il y a 2 semaines, on a évoqué très bien, parfait. Il y a 2 semaines, on a évoqué la question de pourquoi rejouer. Eh bien, en fait, le theory crafting, il fait partie en fait de ces pratiques de jeu qu'on peut utiliser pour se poser la question, voilà, comment je peux rejouer à ce jeu de manière différente pour créer un personnage qu'on va appeler un build. Donc, c'est vraiment, je fais une partie avec un guerrier, donc ça c'est mon premier build de guerrier, et je fais une partie avec un mage, c'est un build de mage. Donc, après, ça, on peut le partager sur le net, dire, voilà, c'est tant de statistiques, tout ça. Et donc moi, voilà, là ce que vous avez c'est la liste des objets de Elden Ring, alors pas tout mais la plupart des armes en tout cas. Donc il y en a vraiment énormément. Et moi pour ma toute première partie d'Elden Ring, moi j'avais choisi de faire un guerrier notamment avec une arme à 2 mains. J'avais été vraiment à l'aveugle, je me suis pas posé de questions, j'ai dit bon voilà, je connais pas le jeu, j'y vais. Donc j'ai fait le jeu les premières fois et donc à la fin de mon aventure, moi je connaissais mieux les mécaniques de jeu, je savais déjà un peu, je connaissais les boss, je connaissais les chemins. Et je connaissais du coup tous les objets en fait que le jeu me proposait. Des fois, je voyais des armes que je ne pouvais pas utiliser avec mon build de guerrier. Je me disais, ah, ça peut être intéressant ça, à utiliser plus tard. Et du coup, j'ai commencé une deuxième partie. Et là, je me suis dit, je vais faire un assassin. Donc, j'avais déjà en tête les statistiques que je visais. Je me suis dit, là, plutôt que de la force, je vais viser de la dextérité. Je vais viser tel objet. Je vais essayer de voir de quelle manière je pourrais utiliser un objet le plus vite possible. Donc, en fait, j'ai optimisé ma route. Je me suis dit que d'abord, il faut que j'aille à cet endroit-là, il faut que j'aille à cet endroit-là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça.
Et du coup, lors de cette partie-là, j'ai hésité à un moment même entre deux armes. Je pouvais en améliorer qu'une seule. Je ne savais pas en fait laquelle allait être mieux ou pas, en fait, entre les deux. Et donc, j'ai utilisé un outil disponible en ligne pour, donc là, voilà, un outil comme ça, c'est des build calculator qui te permet en fait en ligne de rentrer toutes les informations qu'on a de son personnage, de précalculer à l'avance. Et donc, tu peux dire, bah voilà, je veux cette arme-là qui est améliorée à tel niveau, donc ça me donne le taux de dégâts que je vais faire. Donc, ça permet vraiment d'optimiser un peu, de se dire, ah bah tiens, celle-là, peut-être elle est un peu mieux que l'autre. Et donc voilà, le theory crafting, en fait, dans un sens, c'est aussi une manière de réfléchir sous forme de réseau. Donc, quel chemin emprunter pour récupérer le plus vite possible cette arme-là? Quelles statistiques améliorer en premier? Quel sort est-ce que je dois équiper et dans quel ordre pour optimiser les bonus qu'il me confère? Et le theory crafting, c'est donc se préparer avant et pendant un jeu, mais c'est aussi réfléchir sous forme de réseau. Parce qu'en fait, il s'agit aussi de savoir quoi faire et dans quel sens. Tu parlais de connectivité, Jérôme, c'est exactement ça. C'est bah voilà, je maîtrise l'environnement dans lequel j'évolue, mais dans quel sens je le fais. Et c'est d'autant plus vrai dans les jeux de rôle qui proposent notamment un arbre de talent. Donc on peut parler donc de World of Warcraft, tout ça, mais moi, l'arbre de talent qui me fascine là, depuis quelques mois, c'est Path of Exile 2. Où il y a ce monstrueux arbre de talent. Donc là, tous les petits points que vous voyez, c'est des compétences qu'on peut acheter en fait. C'est vraiment une constellation, le truc. Donc il y a 140 points qu'on peut dépenser, je crois, maximum, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et il y a tout un chemin, donc vous voyez, il y a un petit chemin qu'on peut faire. On peut vraiment partir dans tous les sens. Et on peut pas tout remplir. Ça, c'est vraiment la différence, notamment Assassin's Creed. Voilà. Ça sert à rien. Assassin's Creed, notamment, il y a ça dans Valhalla où il y a un arbre de talent, mais en fait, il sert à rien parce que, voilà, au début, il sert à quelque chose, mais à la fin du jeu, on a tout acheté, en fait. Donc, ça casse un peu le truc. Et on peut là, il y a vraiment ce truc-là dans Path of Exile 2 où il y a vraiment, tu peux faire une partie avec la même classe de personnage, mais pas du tout avoir le même personnage ni la même manière de jouer. Et donc, ça peut poser forcément. Donc ça propose une liberté énorme, mais ça peut poser quelques problèmes, notamment pour les développeurs, pour l'équilibrage notamment. Donc généralement, il y a des mises à jour qui sont faites par les développeurs qui modifient certains éléments ou qui changent totalement l'arbre de talent. Notamment World of Warcraft. Donc ça, c'est le dernier arbre de talent, si je ne dis pas de bêtises, donc de la dernière extension. Donc là, pareil, on voit vraiment différentes manière de voir les raisons. Ça reste quand même très très simpliste par rapport à Path of Exile 2, bien sûr. Mais voilà. Et donc on a le premier arbre de talent de World of Warcraft, donc la toute première version. Nouvelle image, peut-être. Il en manque une. Ok. C'était moins bien. Et c'était moins bien. En bref, dans tous les cas, il y avait donc bon, c'est pas grave. Il y avait donc l'ancien arbre de talent, c'était vraiment donc trois arbres de talent différents par rapport à une spécificité de personnage qu'on voulait prendre. Et c'était vraiment un truc tout simple. Et après, il y en a eu, là, j'en montre que 2, mais il y en a en tout 5 ou 6, je crois. Peut-être que Nicolas pourra nous éclairer sur ce sujet-là. Mais voilà, en tant que joueur, moi, Path of Exile 2, en fin de compte, il me tente personnellement parce que à cause de cet arbre de talent, en fait. Il propose tellement de liberté, en fait, que je pense que les personnes qui ont passé beaucoup de temps dessus ont passé autant d'heures dans le jeu. Ah, voilà, bah parfait. Voilà, c'est ça c'était donc c'était le niveau 80, donc c'était du côté, donc sur la deuxième extension du jeu. Où voilà, donc qui était quand même beaucoup plus simpliste par rapport à maintenant, pardon. Mais voilà. Ah ah non, c'est le focus encore. Mais voilà, en tout cas, fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arthur.